Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 21 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. J'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de mon compère Vincent. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Très bien, merci Olivier. Et toi-même? Bah écoute, très bien, toujours heureux de te retrouver. Aujourd'hui, on a un numéro un peu spécial. Au cours de nos conversations avec Vincent, on a constaté que l'actualité magique était un peu morose, pas très enthousiasmante. Les sorties s'enchaînent, mais pas forcément des tours de bonne qualité ou en tout cas qui ont attiré notre attention. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de vous présenter un numéro spécial, rétro, pour remonter le temps et vous parler de tours un peu anciens. Pour commencer, on parlera d'un tour de Rick Lax, Return Flight. Ensuite, on remontera encore un peu plus le temps et je vous parlerai de The Fifth Card, la cinquième carte de Brian Caswell. On retournera sur un tour un peu plus classique, Shop Cup de Axel Eklo. Et pour terminer, un tour qui fait encore parler de lui aujourd'hui, The Grail de Mike Rose. Vincent, Return Flight, c'est un nom qui s'accorde bien avec le retour de vacances. Mais de quoi s'agit-il? Eh ben alors Return Flight, c'est un voyage de cartes. Hein, clairement, on peut imaginer comme pitch que c'est une carte qui va voyager, mais cette carte, elle va voyager d'une partie du paquet à une autre dans différentes conditions. En fait, c'est même plus qu'un seul voyage, c'est presque deux voyages dans le même tour, tout ça avec un seul et unique jeu. Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, il se passe beaucoup de choses avec simplement un jeu de cartes. Pour faire on va dire le déroulé du pitch, on a un jeu qui est présenté aux spectateurs. Alors, ça peut être à un groupe, ça peut être à une seule personne. On va dire que c'est plutôt adapté à une présentation de groupe. Le jeu est séparé en deux parties. Un spectateur va choisir une carte dans une partie du jeu. L'autre partie du jeu va être rangée dans l'étui. Donc, on a une moitié sur la table, une partie dans l'étui fermée, et l'étui va être posé sur la table. Et la personne va, à partir de la carte qu'il a choisie dans sa moitié de jeu, la remettre dans cette moitié de jeu à l'envers. Et quand on va examiner toutes les cartes qui sont dans cette moitié de jeu, on va découvrir que cette carte, elle y est plus. Et en fait, on va la retrouver sous la boîte dans laquelle il y a le moitié de carte. Donc à partir de ce moment-là, on a un premier voyage, et on va passer au deuxième voyage, puisque la personne va prendre la carte qui est sous l'étui de cartes, elle va la mettre à nouveau dans le paquet avec l'autre moitié de jeu, et en un instant, le magicien va faire disparaître la carte de l'intérieur de la boîte pour la faire réapparaître dans la moitié qui est restée sur la table. Donc on a un voyage aller et un voyage retour. Voilà. D'accord. Avec une version d'un jeu qui est, on va dire, faite à partir on va dire, de gimmicks. Clairement, hein, on va parler, c'est un jeu gimmick, d'accord, qui n'est pas vraiment examinable, qui n'est pas utilisable pour autre chose que pour ça. Clairement, on ne peut faire quasiment que cet effet. On pourrait jouer un peu avec une partie des cartes. On va dire une bonne moitié du jeu qui est complètement utilisable, mais l'autre partie est pas du tout utilisable. Donc, on va dire que ce jeu est fait entièrement pour ça. Donc si j'ai bien compris, la première fois, on prend une carte dans la moitié choisie par le spectateur. La carte est remise dans le jeu, elle va Mmh, disparaître, se retrouver sous la boîte qui contient la deuxième partie du jeu. exactement. Ensuite, cette carte va être parmi les cartes qui sont dans le jeu Dans la boîte, et ça va voyager à nouveau à son emplacement initial exactement. et il va falloir parce que ça, c'est la partie que j'ai pas saisie. J'imagine qu'on va ressortir la seconde moitié de jeu qui est dans l'étui pour Oui. constater que là, elle a disparu. Exactement, exactement. On fait examiner toutes les cartes pour montrer que la carte n'y est plus. Et quand on va réexaminer l'autre moitié de jeu, on va retrouver cette carte à l'intérieur. Donc elle a D'accord. disparu d'un côté et elle a réapparu de l'autre, dans les deux cas. Alors, dans le cadre de notre voyage dans le temps, on est en 2015, c'est bien ça? C'est ça, on est en 2015, c'est Ricklax qui sort ça, qui le sort sous un format vidéo plus jeu.
à un prix qui est alentour les 25 euros, entre 24 et 25 euros. Ça reste raisonnable parce que ça doit être encore les prix de 2015. Oui, alors c'est encore vendu à ce jour, c'est encore vendu à ce prix-là. Pas, ça n'a pas beaucoup changé, mais en même temps, dans les faits, le gimmick en lui-même, il est presque pas très utile, puisque en fait, il est quasiment réalisable avec le matériel de base qu'on a dans nos tiroirs, qui sont eux-mêmes remplis de milliers de trucs dont on ne se sert jamais. Euh, et donc, dans les faits, on n'a pas besoin de grand-chose pour le réaliser. C'est très simple. On pourrait dire low-tech comme technologie. Il n'y a pas de carte allemande chelou. On est sur des cartes américaines de base et ça se fait assez facilement. Il faut juste comprendre le montage et c'est pour ça que dans les faits, ça aurait pu très bien faire l'objet d'une VOD, ou d'un DVD unique. Enfin, en fait, on aurait pu ne vendre que les explications et la personne aurait pu refabriquer ça chez elle en achetant les, un jeu normal et le jeu truqué qui va bien pour refaire le truc. D'ailleurs, on peut tout à fait, effectivement, à partir de l'achat des deux jeux, faire deux lots de Return Flight. D'accord, ouais, je crois voir ce que tu veux dire. Donc concrètement, tu reçois les explications et tu reçois des jeux quand même. Enfin, tu au moins un jeu et une carte spéciale en plus? C'est pas une carte spéciale, c'est deux jeux, un Ouais. normal et un gimmick. Et avec ces deux jeux, tu en fais un. Enfin, tu en fais deux fois une version de Return Flight. Alors quand même, parce qu'on est dans notre, série rétro, je tiens à signaler qu'un jeu gimmick, plus un jeu normal et les explications, de nos jours, on serait pas sur 25 €, hein. J'ai plutôt l'impression, plutôt le sentiment qu'on serait plutôt sur 50 €. Oui, Alors clairement, l'inflation l'inflation fait que on serait sur beaucoup plus cher. Après, je pense que déjà à l'époque, c'était plutôt élevé à l'époque. Aujourd'hui, à ce prix-là, c'est relativement basique. C'est de l'entrée de gamme. En même temps, quand tu vois le matériel qui est nécessaire, c'est un matériel qui, a tout pété, acheté en boutique, coûte 8 euros. Enfin, voilà, t'en as pour 10 euros peut-être au total, et tu te fais deux versions du jeu gimmick, quoi. Ce qui coûte cher, c'est la VOD. Enfin, c'est l'idée, en fait. T'achètes l'idée. L'idée est intelligente. On va quand même amener un petit bémol à l'idée, qui est un petit bémol qu'on retrouve assez souvent dans les sorties de Ricklax. C'est l'audience management. Ricklax a une capacité à gérer son audience et à gérer certaines phases compliquées de l'audience, qui fait que ce tour demande à ce qu'on soit à l'aise avec son audience, à l'aise avec la manipulation de trucs qui sont pas examinables, parce qu'on va faire manipuler à des gens des trucs pas examinables. Et donc, ça nécessite de pas avoir cette aversion à ce type de manipulation, ou en tout cas de gestion de l'audience. Mais il n'y a rien de dur. Techniquement, c'est hyper simple. Il y a vraiment, il n'y a pas d'empalmage, il n'y a pas de compte bizarre, il n'y a pas de manipulation folle. C'est vraiment, si on sait faire un étalement, si on sait ranger un jeu dans une boîte, bah voilà quoi, on sait faire le truc. C'est vraiment hyper facile, quoi. en gros, si on sait se servir de ses 2 mains, ça devrait passer. Normalement, ouais. Je pense qu'à une main même, il y a des gens qui doivent pouvoir le faire, mais là, c'est un autre niveau. mais, euh, mais c'est simple, voilà, c'est simple. Honnêtement, c'est un tour, je suis passé complètement à côté, et j'ai envie de te demander, est-ce que, selon toi, si tu t'en souviens, c'est un jeu qui avait eu un certain succès à cette époque? Enfin un jeu, un tour? Non, je pense pas. Honnêtement, le jeu a pas, en tout cas pas en France. Moi-même, quand je l'ai commandé à l'époque, je l'ai commandé directement sur Penguin Magic. Il n'était pas vendu en France. Ça fait partie de toutes les multiples sorties de Ricklax, hein, qui est quand même quelqu'un qui est assez prolixe, assez prolifique en termes de création. Euh, et je pense qu'elle est passée un peu sous les radars à l'époque. Et la question, suivante, c'est, selon toi, est-ce que c'est un tour qui mériterait de rester dans l'oubli? Parce que j'ai l'impression que c'est là où il est actuellement, il est dans l'oubli. Est-ce qu'il mériterait de rester dans l'oubli ou est-ce qu'il mériterait d'être mis un peu à l'honneur comme on le fait aujourd'hui? Et bah, moi, en tout cas, dans ma sélection, quand j'ai pensé, j'ai voulu ressortir des trucs que j'avais trouvés un peu sous les radars et qui mériteraient d'être un peu plus médiatisés, ou qui auraient mérité d'être plus vus. Parce que, pour le coup, tu as des effets qui sont
dans le même esprit, qui sont sortis plus tard dans le même esprit, parfois pour beaucoup plus cher et pas forcément aussi bien et aussi bons au final et qui ont été plus visibles. Et du coup, je me dis, bah c'est dommage parce que je trouve que c'est plutôt un bon produit, mais il y a une jolie bande-annonce qui avait en plus comme avantage de présenter la routine entièrement. C'est-à-dire que la bande-annonce permet de se rendre compte exactement de la routine de bout en bout, sans espèce de cut dégueulasse pile au moment où il faut pour pas montrer le truc pourri. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que, et je pense que ça fait partie aussi peut-être de la faible production du tour, c'est que dans la vidéo, quand on regarde bien, si on est attentif et qu'on est magicien, on voit le problème d'audience management dont je parle, Mmh. parce qu'on voit Rick Lax, à un moment donné, devoir faire la police sur son audience, sur un truc où il faut pas que ça se passe, tu vois, à ce moment-là. Et donc, c'est marrant parce que sur des productions très léchées, aujourd'hui, c'est le genre de scène qui serait pas gardée. Ouais, Ils auraient ouais. pas gardé un moment où le gars il est un peu fébrile, tu vois, sur son truc, ils auraient cuté et ils auraient mis un autre truc, ou ils auraient mis une grosse phrase, incredible. Enfin voilà, tu vois, ils auraient enlevé cette partie un peu. Là, tu sens que c'est un plan séquence, ils ont gardé le plan séquence. Il y a juste peut-être 2 montages pour changer l'angle de caméra, pour être un peu mieux, pour que ça soit plus visible. Mais il n'y a pas de cut de partie. Donc je pense que c'était une petite production. Je pense que Rick Lax, déjà à l'époque, il avait fait plein de choses qui avaient bien marché. Je pense que personne n'a voulu lui dire on n'a pas envie de te produire, mais on a dû lui dire on va pas mettre beaucoup d'argent là-dessus, on va en mettre plus ailleurs. Et donc il Mmh. a fait avec les moyens du bord quelque chose qui a peut-être pas beaucoup pris et pas été beaucoup vu. Mais pour moi, ça reste un tour intéressant. Et en fait, je l'ai ressorti cet été. Et en fait, je l'ai ressorti en parallèle d'un autre tour. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des tours qui ont été plus vus. Je l'ai ressorti en parallèle de Divine and Conquer de Léo Reed, Mmh. euh, qui est un tour un peu dans l'esprit. Pas tout à fait, mais un peu dans l'esprit. Je suis incapable de présenter Divine and Conquer. En fait, cet été, je me suis foutu dessus pour me dire c'est con, pourquoi est-ce que j'arrive pas à le présenter. Et en fait, je pense que c'est qu'il y a trop de contraintes pour moi, qui suis pas un gestionnaire d'audience extraordinaire, alors que Return Flight est plus simple. Et du coup, j'ai plus de facilité à l'utiliser. On engage peut-être les gens à aller voir cette vidéo pour qu'ils se rendent compte exactement de l'effet, même si on l'a assez bien résumé, mais c'est sûr que le support visuel est intéressant et Voilà. donc pour toi, c'est quelque chose que tu recommanderais? Ouais, moi je trouve que c'est un bon voyage de cartes à pas cher en termes de technicité. C'est-à-dire que Mmh. ce même effet, si tu veux le faire sans gimmick, hein, puisqu'on pourrait imaginer un truc sans gimmick, demande des compétences techniques en cartes d'un sacré niveau. Et du coup, l'effet magique est fort pour très très peu d'énergie technique en fait à mettre en œuvre. Donc moi je dis pour les gens qui voudraient avoir un bel effet de voyage, allez-y, allez regarder. Ouais, d'autant plus que le deuxième voyage dans la boîte fermée, ça rend les choses un peu plus compliquées, quoi. Je trouve que l'effet est bien construit. Il y a un effet crescendo, voilà, où le premier voyage, ok, retrouve la carte que sous la boîte. Donc tu vois, ça fait un voyage, mais pas complètement impossible. Et puis le deuxième voyage, on la remet dans la boîte, et puis finalement, elle repart à l'extérieur de la boîte. Enfin, je trouve il y a un truc intéressant à aller chercher derrière ça. Après, le truc, on peut pas dire autre chose, hein, mais c'est que c'est un jeu pour un effet. Donc, Mmh. Ouais, bien faut sûr. aimer ça, un jeu, un effet, plus ou moins long, mais ça reste un jeu pour un effet. Si c'est ce que vous recherchez, ça vaut le coup, sinon, évidemment, ça devient plus compliqué. Toi, Olivier, tu voulais nous parler donc de cette 5e carte de Brian Caswell. Quand tu m'as montré le packaging, j'avoue que je suis resté un peu blanc. J'avais Brian Caswell en tête parce que moi, je suis un énorme fan de Trilogie Extrême, donc forcément, le nom me parlait. Mais alors, ce produit m'a laissé un peu sur le cul. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors d'abord, il faut que je te raconte un petit peu l'histoire pour mettre un peu de contexte. Il y a quelque temps, j'ai participé à un live sur YouTube, maintenant qu'on a de la technologie en 2024, hein, et à la fin d'un de ces lives, il y avait une boîte mystère à acheter. Et donc chacun y allait de sa petite mise et il y avait deux trois articles qui m'intéressaient. J'avais repéré un jeu marqué, assez rare et qui m'intéressait et puis, voilà, donc j'ai remporté cette boîte mystère. Il y avait
donc des beaux objets, puis dedans, des tas de notices et des tas de DVD, non accompagnés de jeux et dont celui-ci, la 5e carte. On est en 2012. Ah 2012, p juste pour vous situer un petit peu, c'est vrai que lorsqu'on dit ça comme ça, on a du mal à se rendre compte. C'est l'année de Psy, hein, Gangnam Style, tu vois? Déjà, donc ça Ouais, remonte. ouais, c'est ouf. On Ouais. est sur, Skyfall avec Adele, James Bond, tu vois? Pour te resituer un peu le contexte et je me dis que donc cet article qui a maintenant, 12 ans, Mmh. si aujourd'hui je devais acheter une boîte mystère, il y a assez peu de chances que je trouve les cartes qui accompagnent avec, les QR codes ou les liens vers des vidéos et même si j'avais les cartes, il est assez peu probable que les vidéos fonctionnent. Parce que dans cette boîte, d'ailleurs, j'avais 3-4 liens comme ça qui ne fonctionnaient absolument plus et le fait de remettre un DVD, dans son lecteur et de découvrir le tour, c'était un petit peu un voyage dans le temps. Tu l'as dit, Caswell, c'est trilogie. C'est le top des ventes de la Casa, même à ce jour, je pense que c'est ses meilleures ventes et puis c'est aussi, dans une moindre mesure, Cataclysme, qui avait été un beau succès. Alors évidemment, ça m'a pas laissé indifférent. J'ai lancé le DVD et je vais te raconter un peu de quoi il s'agit. On est sur du, storytelling, sur, une ambiance un peu magie bizarre sans que ça le soit vraiment. Le magicien, donc Caswell, te propose d'imaginer une scène. Tu es dans un couloir et puis au fond de ce couloir, il y a une pièce. Tu entres dans cette pièce, il y a un peu de meubles, autour de toi, il y a un siège au centre. Tu prends place dans ce siège. Alors déjà, ça installe un peu l'atmosphère et en face de toi, tu as un mur qui est vide et sur lequel tu vois toute une série de cartes, qui sont alternées, donc rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir comme ça. Elles sont là au mur et il te demande celle que tu vois en premier. Alors tu donnes le nom d'une carte et il te dit: «D'accord, maintenant tu vas me donner la carte suivante. N'oublie pas que c'est la couleur opposée de celle que tu viens de citer» et au fur et à mesure, on va citer 6 cartes comme ça et le magicien va déposer, va chercher dans son jeu ces fameuses 6 cartes et il va les poser face en l'air sur la table. D'accord. Et il explique ensuite que lui aussi, il est rentré dans cette pièce et il a vu exactement les 6 cartes que tu as posées. Alors évidemment, ça prête à sourire parce que, bon, ça aurait pu être n'importe quoi évidemment. Ouais. Et dit: «Si, si, si, je en fait, cette petite pièce, c'est ton esprit et j'ai vu exactement ces cartes-là». Alors il retourne la première carte, un dos rouge standard, la deuxième, pareil, troisième, quatrième. Puis la sixième, il laisse la cinquième et dit, «Tu me crois pas, mais je les avais vus et d'ailleurs, pour être certain que tu saches que c'est bien ce que j'ai vu, la cinquième carte, j'ai mis un message derrière». Il tourne la carte et là, il y a écrit c'est la 5e carte, c'est celle-ci et il y a le nom de la carte, par exemple, le 9 de trèfle, enfin, on l'avait déjà vu, c'était le 9 de trèfle. Voilà un petit peu l'idée de la routine. D'accord. Alors, on est sur un principe qui est, digne de ce qu'il avait fait avant avec Trilogy ou avec Cataclysme pour citer ces 2 exemples. C'est un peu le même principe. Je crois que là, c'était le tour de trop. C'était le tour. Bah oui, parce que qui se souvient de ce tour? Je suis passé complètement à côté à l'époque. Le support, c'est un DVD en anglais, je pense qu'il a du mal à se distribuer en France. Je sais même pas si quelqu'un l'a distribué un jour en France. Il est même plus sur le site de la Casa, mais en tout cas moi je l'ai pas trouvé. Donc il est clairement tombé aux oubliettes et pour moi, ce tour, s'il y a une bonne intention de départ, i l'histoire elle est bancale. Tu me mets 6 cartes sur la table, pourquoi avoir marqué simplement la 5e carte? Par exemple, dans Cataclysme, il te fait choisir 3 cartes et il sort une photo et il avait prévu les 3 cartes. Là, Ouais. ça a du sens. Mais marquer la seule 5e carte, ça n'a, pas beaucoup de sens à mon avis. Moi, en tant que spectateur, j'ai du mal à vivre l'expérience jusqu'au bout. Autant l'histoire au début, elle me paraît intéressante, de visualiser toutes ces cartes, ça me paraît bien et puis après tout retombe comme un soufflé là, boum, voilà, j'avais prévu la 5e carte.
Ah OK, super, tout ça pour ça. Pourquoi arriver à 5 cartes je suppose qu'il y a une explication méthodologique, hein, mais pourquoi 5? Pourquoi te faire dire une sixième carte? Puisque du coup, il y a plein de trucs qui te viennent à l'esprit qui polluent finalement le final de ton tour. Alors, il y a Peter Nardy qui intervient et puis qui propose aussi, d'avoir une prédiction. Il apporte une subtilité que j'ai pas retenue, qui à la limite pourrait, pimenter un peu la routine et en plus de ça, autre point qui me gêne énormément, c'est qu'une fois qu'il a posé ses 6 cartes sur la table, il s'empresse d'empocher son jeu et du coup, évidemment parce que tout est sur la table donc, d'un point de vue magique, ça peut se justifier. Mais moi, si je vois qu'il y a une seule carte qui est marquée, bah, tu me montreras les 5 cartes marquées, je dirais: «Ouais, ouais, là, c'est fort, quoi». Il y en a Mmh. qu'une seule, mon premier réflexe, c'est: «Attends, j'aimerais bien voir le reste, quoi», parce que c'est très bancal. Ça sera pas le meilleur tour de Caswell et je vous dis, l'histoire ne retiendra pas ce tour. Et de toute façon, les boutiques se sont chargées de ne pas le retenir parce qu'il est en vente nulle part. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as donc des cartes supplémentaires qu'il va falloir marquer. Mmh. Tu reçois, 26 cartes supplémentaires. On Oui. va dire les choses, hein, tu as 78 cartes dans les mains, tu as 26 cartes supplémentaires et tu dois les marquer toutes avec une phrase qui est assez longue. Tu peux l'adapter en français, tu peux, même éventuellement ne pas marquer le 9 de cœur alors qu'à la face, c'est le 9 de cœur. Même si psychologiquement, je trouve que c'est plus intéressant de l'indiquer. Mmh. Mais si tu te loupes, bah, Et oui, tant pis pour tu toi pas parce que une là, tu carte de rate, quoi. non, c'est fini là. C'était en vente dans les, 30 $. Donc, on va convertir 30 €, on doit être à peu près à ça et ce qui fait que c'est un prix qui devait être quand même assez élevé pour l'époque Mmh. et qui aujourd'hui, est quasiment introuvable. Certainement sur un site d'échange, style eBay, mais sinon tu le trouveras plus. Oui, et j'ai envie de dire même au-delà de ça, j'ai envie de te dire que, pour la technologie utilisée, ce serait beaucoup plus cher. Je crois pas que ça soit, la marque allemande dont on parle toujours. J'ai pas reconnu les dos, donc c'est pas Phoenix, ça c'est sûr. J'ai le support, je sais de quoi il s'agit. Il suffirait que j'achète un jeu de ce type-là pour me le refaire. Bah, honnêtement, j'ai même pas envie de le refaire ce tour. Ouais, mais ça dit bien ce que ça dit, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as vu le truc et que tu te dis: «Ouais, ça, je vais pas le faire», c'est qu'a priori, ça sent pas bon, ouais. Et j'avais imaginé dire: «Bon, bah, si je reprenais ce principe, mais que je faisais en fait 2 forçages au départ et finalement je laissais un troisième choix complètement libre et que au final j'ai prévu en disant: "Bah, c'était la première, ça c'est la deuxième et celle-là c'est la troisième". Là, ça deviendrait intéressant. Après, c'est peut-être parce que nous, on pense en magicien, est-ce que le spectateur qui va vivre ça sera étonné par la découverte seule de la cinquième carte et qu'il avalera, les 5 autres comme étant une prévision? J'ai un peu de mal à y croire, mais peut-être. Après, ça aurait pu être peut-être plus convaincant avec un storytelling différent et notamment avec le fait de dire: «Il y a une carte que vous avez, en tête, qui vous suit partout, qui est votre carte, que moi j'ai pressentie et j'ai pu prédire cette carte et je vais vous aider, parce que vous ne la connaissez pas, à la retrouver et ensuite lui faire le principe pour qu'il aboutisse à cette cinquième carte». Mmh. Et du coup lui révéler que bah, on le savait on l'avait marqué que c'était cette cinquième carte, que c'était pas les autres qui étaient d'abord. Et là du coup on amène un côté où bah, en fait la carte qu'il va choisir elle était déjà prévue à l'avance, on l'avait déjà, mais c'est que cette carte là en fait. Et du coup on montre bien que c'est que ce truc là qui nous intéresse et que son processus mental à lui va l'amener par ses choix libres à arriver à ce truc là qui était prédéterminé. Je crois que tu as raison. Le seul truc, c'est que en fait, lorsque je vois la vidéo, j'ai le sentiment qu'il a trouvé une nouvelle idée pour exploiter le principe et Ouais. qu'on a vite mis en place un tour pour, surfer sur la vague Caswell de l'époque, hein, parce que Mmh. tu disais Caswell, tout le monde savait de qui on parlait et je pense que les gens ont été très friands de ça en se disant: «Ah, quelle nouveauté il nous a encore sorti, vite, vite, il me le faut». Et que s'il avait peut-être pris un peu plus de temps pour la réflexion, on serait arrivé sur quelque chose de plus abouti. Ouais. Et la faiblesse, c'est à mon avis aussi, même si le spectateur
va moins le ressentir et si, ça peut très bien passer dans l'histoire, c'est d'annoncer qu'il y a une alternance entre les rouges et les noirs. Pour moi, c'est déjà une contrainte de trop, quoi. C'est une contrainte de trop, ouais. C'est une contrainte de trop. Mais après, c'est peut-être très utile Ah bah oui, méthodologiquement oui, oui, parlant. Donc, c'est une donc évidence, voilà, c'est très utile. du coup, ça aide, mais effectivement, ça, c'est une contrainte qui ne se justifie pas, le fait d'alterner rouge et noir, en tout cas qui n'a pas de justification, et donc qui Mmh. amène une suspicion quant au fait que la solution pourrait venir de là, en fait. Une des difficultés, et c'est d'ailleurs un des éléments qu'on retrouve euh, ça doit être dans le livre de Darwin Ortiz, Concevoir des miracles, Mmh. euh, où il dit en fait le vrai problème de la construction d'un tour, c'est de ne pas laisser la possibilité aux spectateurs d'imaginer que un élément insignifiant, même insignifiant, pourrait être la solution. Parce qu'à Ouais. partir du moment où il estime même qu'un truc improbable, nul, qui n'aurait aucune chance d'être le truc, pourrait être le truc, il a sa réponse. Mmh. Et il n'a Non, pas besoin d'aller plus loin, en fait. mais tout à fait. En fait, il faut effacer toutes les pistes, ne pas lui donner une chance, de suspecter la moindre chose. Alors quand même, parce qu'on est dans notre épisode rétro, ce que j'ai trouvé sympa sur ce DVD, c'est qu'il y a pas mal de bandes annonces, il doit y en avoir une dizaine, de vieux tours et bien sûr, évidemment, lorsque tu as un DVD, tu as encore de l'espace parce que les explications, doivent, durer 15 minutes à tout casser et tu as encore de l'espace libre. Ils en ont profité pour mettre des bandes annonces et c'était l'occasion de revoir des anciennes choses qui ont, disparu de nos jours. Mais pour conclure là-dessus, que celui-ci ait disparu, c'est pas bien grave, quoi. En parlant de disparition d'ailleurs, ça nous fait notre transition tout trouvée vers notre petite zone actu, avec peut-être quelques petites actualités magiques pour ceux qui voudraient peut-être revenir sur des éléments de ces derniers mois. Et une disparition quand même de notre paysage magique à noter, c'est la disparition de Abracadabraise. Alors, quand je dis la disparition d'Abracadabraise, c'est pas tout Abracadabraise qui a disparu, c'est la boutique historique dans le centre-ville de Rennes qui a fermé ses portes durant l'été, juste avant l'été de mémoire, et qui a laissé place uniquement à de la vente en ligne avec l'arrivée d'un nouveau site web il y a quelques mois, hein, un peu avant quand même l'annonce de la fermeture, mais du coup qui ne nous laisse plus l'opportunité maintenant, pour ceux qui étaient à Rennes ou pour ceux qui passaient à Rennes, comme c'était mon cas par exemple, d'aller visiter cette boutique historique. Petit regret, parce que j'aimais bien cette ambiance de petite boutique, c'était tout petit, toujours de discussions super intéressantes, et puis le plaisir de fouiller aussi dans les tiroirs et dans les bacs avec voilà, des choses parfois un peu oubliées. Donc c'était marrant. Donc voilà, à noter la disparition de la boutique Abracadabraise. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que je le répète sans cesse. Je dis aux gens, c'est bien, je vois des sites qui se créent avec, des prix cassés parce que tu les achètes sur internet. Le jour où vous avez une boutique près de chez vous, profitez-en. J'ai la chance d'habiter entre 2 boutiques. J'ai vraiment cette chance-là, donc j'y vais, régulièrement, mais allez-y, faites-les vivre parce que le jour où ils disparaissent, et là, vous vous dites: «Ah bah, si j'avais su, j'y serais allé plus souvent». Parce que les conseils que vous obtenez en vous rendant sur place, ça vaut énormément de vidéos YouTube avec des pseudo conseils très orientés. Si vous voulez des vrais conseils, allez en boutique, bénéficiez d'une démonstration et vous ferez certainement de belles économies en n'achetant pas toutes les merdes qu'on vous conseille systématiquement sur certaines chaînes YouTube. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Ouais, mais t'as raison. Et d'ailleurs, j'en profite en même temps qu'on en parle parce qu'effectivement, et c'est quelque chose que j'ai oublié de partager parce qu'on discute toujours avec Olivier avant d'enregistrer. On discute même parfois aussi longtemps que ce qu'on enregistre, Parfois plus. parfois plus. Mais une boutique qui ferme, c'est parfois aussi une boutique qui ouvre. Et il se trouve que au début de l'année, alors honte à moi parce que je n'y suis pas encore allé, mais au début de l'année, il y a une boutique qui a ouvert à Tours
donc une boutique de magie, toute nouvelle Oh! boutique. C'est juste à côté de chez moi, donc je sais que tu vas me maudire de ne pas y être encore allé, qui s'appelle la boutique du magicien. Ah, très simple, qui a aussi un site internet qui fait de la vente en ligne, donc laboutiquedumagicien.com. Ils sont sur Tours, bon, pour ceux qui connaissent Tours, le nord de Tours. Ils proposent une sélection de produits assez variés. J'ai vu des photos de la boutique qui a l'air plutôt sympa, et la personne qui a ouvert ça est un magicien C'est qui mieux? c'est mieux, hein, mais on aurait pu imaginer que ce soit un businessman, mais c'est un J'en ai magicien. connu. Et c'est un magicien qui a d'ailleurs suivi la formation, on en avait parlé dans un précédent épisode, la formation certifiante de Dominique Duvivier pour devenir magicien Ah, formé avec un diplôme officiel de magicien. Donc d'accord. il a suivi cette formation euh, et il a ouvert cette boutique il y a quelques mois. J'avoue que je suis curieux d'y aller, mais mon emploi du temps récent ne m'a pas permis de le faire, mais je ne manquerai pas d'y aller dans les mois à venir. Ouais, bah, je compte sur toi. Alors, en plus, c'est drôle parce qu'un magasin de magie à Tours, Tour de magie, il a Exactement. manqué une bonne occasion de faire un petit jeu de mots. D'ailleurs, en parlant de bonnes nouvelles quand même, il faut aussi, noter qu'on a un nouvel éditeur, une nouvelle maison d'édition à qui on souhaite bonne chance. Il y a un site, ça s'appelle La Petite Boutique des Merveilles et c'est d'Antoine Salambier, qu'on connaît parce qu'il a édité, à l'époque, Collège avec Marchand de Trucs. Il a édité, Arcane System dont j'ai parlé sur Magité si vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est un très bon livre d'ailleurs et ça faisait longtemps que je me disais: «Bah, tiens, mais sur la tranche, on affichait, clairement, numéro 1 et je disais: «Mais quand est-ce qu'on aura un numéro 2?» Et il arrive, il est arrivé, il est en vente sur son site et ce qui me pousse à m'interroger sur, les raisons parce que je pensais qu'ils auraient continué leur collaboration avec Marchand de Trucs et Mindbox et voilà, donc c'est pas le cas. Il y a certainement des raisons qu'on peut imaginer. Bonne chance à Antoine Salambier et la Petite Boutique des Merveilles. Alors poursuivons notre voyage, Vincent. Alors on est peut-être sur, quelque chose de, j'allais dire, plus classique. Alors on est plus sur de la magie. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de magie générale. Bon, on peut mettre ça dans la catégorie magie générale, je pense. Ouais, Euh, ouais. Magie de scène, magie de salon aussi, parce que ça marche. Pourquoi pas en close-up, mais enfin, oui, ça marcherait en close-up aussi. On est sur un Chop Cup qui s'appelle Just a Cup, qui a été créé par un magicien allemand, Axel Eclos, qui est connu pour d'autres tours aussi, notamment récemment, il avait ressorti des tours avec des anneaux. Il a repris des routines d'anneaux silencieuses, notamment. Alors moi, c'est quelqu'un que j'ai connu au tout début quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la magie. Et je crois que c'est un des premiers produits que j'ai acheté de chez lui. Et c'est un magicien qui apporte on va dire une attention particulière à la production de ses produits et à proposer des produits qui soient qualitatifs et qui ne soient pas tout à fait conformes à ce qu'on peut attendre. Et dans le cadre de Just a Cup, c'est un Chop Cup, mais qui n'est pas chop. Pour ceux qui savent ce qu'est un Chop Cup, c'est juste un cup. Et c'est même plus que ça, puisque souvent les Chop Cups sont en métal, pour beaucoup. Là, c'est en fait une cup en cuir. En fait, c'est même plutôt un pot à dés, ce qu'on appelle un pot à dés, qui est un vrai outil qui existe pour lancer les dés. On met les dés à l'intérieur, on mélange et avec le pot à dés, on le jette sur une piste à dés. Et du coup, ça permet de ne pas avoir la possibilité de truquer les dés, de manipuler les dés et de s'assurer d'avoir un jet de dés qui soit le plus aléatoire possible. Et il s'est dit, bah, puisque c'est un pot à dés, plutôt que de mettre une balle qui n'a pas de sens, parce que finalement, les balles d'un Chop Cup, elles n'ont aucune existence réelle, hormis dans un Chop Cup. Enfin, c'est pas un objet qui existe dans la vie quotidienne. On n'a pas de balles comme ça nulle part. Du coup, on a un Chop Cup, donc qui est une cup sans chop. On a un dé et on va faire toutes les routines de Chop Cup existantes avec une flexibilité qui est qu'on décide du moment où le dé disparaît et du moment où le dé réapparaît. Donc ça, on a une très très grande liberté là-dessus, et avec la possibilité de laisser le spectateur manipuler l'outil à certains moments.
et en fait de faire de la magie sur la main du spectateur. Un élément que tous les gens connaissent, c'est cette particularité de la pose du chop cup. Tous les Mmh. gens qui ont fait des chop cups savent qu'il y a une façon de poser un chop cup qui fait que on arrive ou pas à réaliser son effet. Et bien ça, c'est complètement sorti de l'équation, puisque il y a pas, tu peux poser ton chop cup comme tu veux, et donc tu peux faire cet effet-là dans la main d'un spectateur. Et c'est assez bluffant de faire réapparaître un dé dans sa main. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Tu as abordé les 2 points. C'est d'une part, pouvoir laisser le matériel sans risque de rien découvrir. Alors je veux dire, le dé et le Shop Cup, enfin le pot à dés, Ouais. ce qui est impossible avec un Shop Cup et une balle, à moins de faire un change de balle, mais bon voilà, ça complique les choses. Là, il y a aucun change et en plus, ce qui est intéressant, c'est comme tu viens de le dire, si tu posais le pot à dés dans la paume du spectateur, enfin ça déclencherait pas la chute du dé, tu pourrais la déclencher plus tard. Imaginez, cueillir un dé dans les airs et le faire traverser invisiblement et le spectateur ressentirait le dé tomber dans sa main. Oui, C'est vraiment très exactement. malin. Surtout C'est pour c'est les très malin. magiciens qui connaissent le principe, parce que c'est pas le principe qu'on connaît. Ouais, c'est pas le principe qu'on connaît. Autre possibilité aussi, qui n'est pas possible avec un chop cup, c'est que tu peux faire disparaître le dé de l'intérieur. C'est-à-dire que tu peux avoir ton dé à l'intérieur de ton chop cup et tendre le pot à dé à un spectateur, et dans l'action de lui tendre le pot à dé, le dé disparaît. Et du coup, il l'a dans la main, il peut regarder que le dé est plus dedans. Mmh mh, mmh. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas possible avec un chop cup. On parlait de justification, c'est vrai que parfois les gobelets et tout, bon, c'est dans l'imaginaire collectif du magicien, mais ça a pas d'utilité. On pourrait imaginer là que tu présentes une routine avec des dés et puis ce pot et qu'ensuite tu te diriges vers un Shop Cup. Le matériel est vendu comme ça. Est-ce qu'il comporte une routine? Le matériel est vendu avec l'intégralité de la routine qu'il fait, qui est visible sur YouTube. Vous pouvez aller voir Just a Cup d'Axel Eclos sur YouTube, vous avez l'intégralité de la routine, qui est une routine extrêmement riche. Il y a beaucoup de phases, il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de gags. C'est une routine de Chop Cup hyper interactive avec le public, très très drôle, et le script est retranscrit mot pour mot, et vous avez les droits télévisuels et les droits d'exploitation Internet Ah, c'est rare. compris à l'intérieur. Et ça coûte Euh, combien ça? Ça coûte 150 €. Ouais, OK. Mais bon, Eh le ouais. matériel, déjà rien que le dé, ça doit pas être évident. Alors, le dé est pas évident. Le Chop Cup est de super bonne facture. Ouais. Il est livré dans un sac en suédine avec des petits élastiques, avec des petits embouts en laiton, très très beau. Le sac en lui-même permet de faire une charge finale, parce que Mmh dans mh. la routine, à un moment donné, le dé disparaît, mais c'est le sac qui réapparaît à l'intérieur du truc. Et il fournit, donc en plus du gimmick nécessaire à la réalisation de la routine, il fournit un autre gimmick qui est un gimmick très connu des magiciens, qu'il utilise pour faire un gag à un moment donné dans son truc où il se fait casser les doigts de la main. Mmh Euh, mh, mmh. donc il y a, pour les gens qui connaissent, le neck cracker, donc Ouais. le gimmick qui sert à se faire craquer la nuque. Et ben il y en a un qui est compris dedans, qui est le neck cracker originel, hein. Donc vous avez 3 dés, donc un dé de rechange plus un dé pour une routine alternative, un dé de Mmh mh. couleurs différentes. Vous avez de quoi faire et refaire plusieurs fois votre gimmick qui vous permet de faire la routine de Chop Cup. Vous avez le Chop Cup, vous avez le sac de transport qui en plus peut servir pour le transport et aussi pour le porter en table à table, puisqu'il explique aussi comment le faire en table à table. Il manque une seule chose, il manque une boule de billard pour ceux qui veulent faire une phase avec une boule de billard comme Mmh. charge finale. Lui propose d'autres alternatives avec des fruits, avec d'autres éléments aussi, mais lui utilise la boule de billard. Et il manque une chose que moi j'ai rajouté, qui est un morceau de tapis néoprène pour Mmh mh. faire une petite scène. En fait, euh, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir poser son gobelet à dés avec son dé, et de pas avoir le dé qui, lorsqu'il tombe sur la table, fait un énorme boom. Les dés, l'aspect du dé, c'est, un dé qu'on pourrait trouver assez facilement ou c'est un dé un peu spécifique? Non, c'est un dé vraiment très très commun, mais plutôt gros. Ça doit être un 16 mm. Et la couleur, c'est une couleur,
C'est une couleur blanche et noire et il y a un dé rouge et noir aussi en échange. Si des gens ont genre des mental dice, enfin voilà, tous les sets de dés divinatoires là qui existent, c'est exactement ça en fait, hein. C'est exactement la même taille, exactement la même couleur. C'est un produit qui malheureusement est plus accessible aujourd'hui parce qu'il n'en a plus. C'est lui qui fabrique tout et du coup il a plus de stock, donc il est en cours de reproduction. Et vous avez une poche pour ranger l'intégralité, donc ranger tous les accessoires, le DVD, le livret, parce que vous avez un DVD avec toutes les explications, mais vous avez aussi un livret entier. Donc vous pouvez tout ranger dans cette jolie pochette plastifiée. Donc c'est vraiment une très très belle production. J'avoue que c'était un de mes premiers gros achats en magie. Axel Eclos, c'est un gars qui est super sympa. Alors, je profite de l'occasion. Je pense que je te l'avais déjà raconté, mais certainement pas aux auditeurs. Alors bon, je sais pas si ça intéresserait quelqu'un, mais c'est une petite anecdote sur Axel Eclos. En 2006, c'est le 19 avril, si vous voulez des précisions. Je suis invité par Véronique Ross pour assister au spectacle de Maven, qui venait exprès pour voir Tommy Wonder alors qu'il était très malade. Et il y avait beaucoup de magiciens, donc allemands, néerlandais évidemment, et puis d'un peu partout, qui étaient venus pour voir Max Maven se produire à cette occasion. Et j'étais arrivé de bonne heure parce que je viens d'assez loin. Et puis là, je suis dans la salle, j'attends, puis il y a des premiers participants qui arrivent, premiers invités, et je tombe sur Dirk Kornwinder, que je connaissais pas vraiment à l'époque, très sympathique, et il y a Axel Eclos qui vient nous voir, et super sympa, et on parle magie, et il me sort une carte de visite, et il m'explique, bah ouais, moi pour mes Center Tiers, j'utilise cette carte, et au dos, on voit Axel Eclos, et il a comme une idée, tu vois, ça fait une bulle, un dessin, une bulle qui représente une idée, et il me dit, bah, pense à quelque chose, et puis Marc, il voulait simplement il savait très bien que je savais comment ça fonctionnait, c'était pas pour le tour, mais c'était simplement pour me montrer sa carte et comment il l'utilisait. Donc, j'ai écrit Houdin, et il fait son center tier et tout, et puis il fait sa petite révélation, et il me dit, tu penses à Houdini. Et je le regarde, il était tellement content de lui, et j'ai hésité, et je lui dis ou je lui dis pas? Bon, je lui ai dit: «Non, en fait, c'était, Houdin». Elle me dit: «Ah, j'ai hésité, mais j'ai eu peur que j'ai arraché le i», alors voilà. Mais super sympa, et voilà, et donc j'ai aucun, parce qu'après je l'ai plus jamais revu, hein, j'ai pas eu l'occasion de le revoir, mais j'ai tellement entendu d'histoires sur lui, comme quoi il était gentil, comme quoi il est, abordable et tout. Moi, je sais que c'est quelqu'un que je suis beaucoup sur ses sorties, qui sont d'ailleurs que des sorties indépendantes. Il est quasiment jamais distribué. Euh, et en fait, dans toutes ces sorties, bah, Just a Cup fait partie, moi, de ces bangers, voilà. Et Mind Visit, qui est un toast out deck qu'il a sorti, est un banger aussi. Tout le reste, je suis vraiment assez insensible. Alors même que c'est très très bon, je reconnais Mmh. que ce qu'il fait est top, mais c'est pas ma magie, c'est pas mon délire. Il est Ouais, c'est son magie de style, scène, ouais, voilà, donc il aime les Linking Rings, il aime le journal déchiré raccommodé, il mmh. aime la fourchette qui se transforme en cuillère, il aime le Gypsy Threads, enfin, c'est pas forcément mon univers, c'est pas forcément mon délire, mais son travail est toujours hyper propre. Pour les gens qui aiment les versions de cartes déchirées, reconstituées, il a deux trucs qui sont fous et qui sont hyper bien produits. Enfin, pour les gens qui aiment ça, c'est passé alors complètement en dessous des radars. Moi, c'est pas mon grand délire, mais j'ai vu ces produits-là et vraiment, ça vaut le coup de d'aller voir ces versions de la carte déchirée reconstituée. Il avait, je sais pas si ça existe toujours. Alors bon, il a un site internet aussi, hein, donc axeleclos.com, où il vend des produits, mais il avait à un moment, avec un autre collègue, que je connais pas, une salle de spectacle. Je sais pas si c'était Berlin ou quoi. Je sais pas si elle existe toujours, parce qu'avec le covid, peut-être qu'elle n'existe plus, mais il avait organisé, sa propre salle où il se produisait avec son ami là. Je connaissais pas, et je trouve que c'est une belle découverte.
Et donc, Olivier, pour le dernier tour de cet épisode, tu voulais nous parler de The Grail, un produit qui fait aussi partie de cette boîte magique, c'est ça? Exactement, un produit encore une fois où j'étais passé complètement à côté. Alors là par contre, on est plutôt sur du bon quoi. Donc ça fait partie des choses, qui, ont fait que ma boîte mystérieuse est devenue rentable. Là encore, j'ai pas le matériel, j'ai que le DVD, mais le matériel est excessivement simple à se procurer. Je connais pas la date de sortie, j'ai pas trouvé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, The Grail, et on en reparlera, peut-être à la fin, est ressorti récemment. Je me demande si c'est cette année ou fin de l'année dernière, dans une version un peu plus complexe. Mais je peux vous assurer que la version de base est déjà très bien. Il y a eu plusieurs versions, plusieurs améliorations. D'après mes recherches, la version que j'ai, c'est la première. Alors, de quoi il s'agit pour ceux là, pour le coup, qui vivraient dans une grotte et qui connaîtraient pas ce truc? Ouais, parce que C'est quand même, clair. c'est connu. C'est un Can. Pas Akan, mais Can, donc c'est une carte, un nombre. C'est excessivement simple. Le magicien a une prédiction sur la table. Il demande au spectateur de choisir un nombre entre 1 et 52, et puis on va compter la carte, tout bêtement. On va retourner la carte qui correspond. Alors, je sais pas, il va dire 41 par exemple, la 41e carte. On retourne, on regarde la prédiction et on est sur la carte prévue par le magicien. Je crois que c'est le Can le plus basique que je connaisse, mais ça fonctionne du tonnerre. Cette version, j'espère que je vais pas trop en dire, il y a 2 sorties en fait. Parce que ce que vous avez là-dessus, mis à part le DVD, alors là le DVD, je connais pas la date de sortie, c'est dommage, mais Il faut imaginer que c'est certainement avant 2013 parce que ouais. il y a des tours qui sortent en 2013 qui sont inspirés par The Grail. Donc on peut imaginer que c'est une sortie entre 2010 et 2012, la première sortie de The Grail. Tu as en fait, avec ce DVD, 3 cartes. Une carte spéciale d'un jeu dont on a parlé récemment et Mhm. 2 cartes normales à inclure dans ton jeu. Oui, c'est basique, mais c'est l'avantage de faire un can avec finalement très peu de moyens, en tout cas dans la version que tu présentes. Hein, finalement, globalement, tu as très peu de choses à mettre en œuvre, contrairement à pas mal de cannes où c'est compliqué, où il y a peu de mémorisation. Puisque Ouais. alors moi, je connais pas la version originale, mais je connais la version The Complete Edition, c'est-à-dire celle de 2023. C'est assez peu d'efforts pour un effet assez fou, quoi. En fait, tu places 4 cartes à 4 endroits et après tu as 8 possibilités. Tu as 8 chiffres à retenir, 8 chances de tomber sur la position idéale et après tu dois faire une petite manipulation excessivement simple, soit d'addition ou de soustraction. La seule peut-être difficulté, c'est que je pense qu'il faut passer un petit peu de temps pour bien réfléchir à toutes les combinaisons, pour bien les avoir en tête, pour que le moment, lorsqu'il arrive, lorsqu'on vous annonce un chiffre, tu sois pas en train de te dire: «Bon alors attends, là, il faut que je soustrais, il faut que j'additionne, de tel sens». Il faut que ça devienne un peu naturel, donc il faut le bosser un petit peu et ça, c'est la partie qui est pas bien expliquée. La partie explication, je regardais, alors la démonstration, elle dure, même pas 2 minutes, hein, ouais 1 minute 53 et les explications durent 8 minutes 29. Ah ouais. Ouais, il y avait quand même possibilité de donner quelques informations supplémentaires, notamment sur, la méthode de calcul. C'est même, j'ai envie de dire, presque un peu bâclé comme explication parce que finalement, quand tu prends la Complete Edition récente, de mémoire, la vidéo, elle doit durer plus de 2 heures. Ah! C'est Craig Petty qui l'a faite? Non, je crois pas. Ah merde, Euh, et la vidéo en français fournie par les boutiques fait souvent entre une demi-heure et 45 minutes. Et sachant que, en général, c'est une contraction de la vidéo originale. Alors après, il faut garder en tête que dans cette Complete Edition, il y a la version d'origine, mmh. mais il y a aussi plusieurs autres versions qui sont proposées, qui sont des versions qui permettent de s'adapter à d'autres conditions, avec l'évolution de Mike Rose, puisque c'est Mike Rose qui a
qui a développé ce concept, avec les ajouts de Peter Nardi, puisque c'est une production à la Casa, mais que Peter Nardi amène toujours sa propre vision dans les tours qu'il produit. Donc, d'autres présentations avec des possibilités de plus ou moins gimmicker son jeu, pour avoir un jeu plus ou moins clean à la fin, une version de scène et une version complètement impromptue, donc qui utilise un jeu emprunté. Mmh. Donc avec toute la mécanique pour passer d'un jeu emprunté à la version qui va nous permettre de réaliser l'effet de manière impromptue. Justement, après mes recherches, donc sachant les 3 cartes qui sont fournies, il y a, pour moi, un petit risque parce que potentiellement, il y a une carte que tu pourrais voir 2 fois. Il y en a même 2, Oui, mais dans le comptage, il y en a une que tu pourrais éventuellement voir 2 fois. Je pense que si tu comptes toutes les cartes, il y a assez peu de chances que les gens s'en rendent compte. Si j'ai bien compris, pour supprimer ce potentiel problème, la deuxième version qui a été commercialisée comportait 2 cartes gimmick mmh. et une enveloppe qui permettait donc cette fois, il y a plus de risque de voir 2 fois la même carte. Pourquoi pas? Moi, je pense pas que ça soit une force parce que j'aimais bien le fait que la carte de prédiction soit sur la table et pas forcément dans une enveloppe. C'est clean, il y a qu'une seule carte. Et puis alors dans la troisième version, dans le Complete Edition, il y a un jeu en plus et ça, j'ai entendu dire, mais je l'ai pas constaté, que c'était un jeu spécial. Mais je ne sais pas en quoi il est spécial. Pour être très, très honnête, non, il n'y a pas de jeu spécial. Il y a un jeu qui est fourni, qui est un jeu standard. Mmh. Et par contre, il y a une série de cartes spéciales pour pouvoir monter la version que tu veux, en fait. Mmh. D'accord. En fait, parmi toutes les versions qui te sont proposées, bah, tu dois choisir une version et effectivement, tu vas avoir le jeu compris dedans, mais c'est un jeu, somme toute, normal, en fait. Pour être totalement complet sur ce sujet, figure-toi que au moment où j'achète cette boîte, je vois la version complète définitive, je ne sais pas comment on peut la qualifier maintenant, qui Ouais, sort et je suis fortement intéressé. Je veux dire: «Ouais, ça me botte, j'ai envie de me le prendre». Je crois qu'on est dans les 50 €, peut-être même un petit peu plus. ouais, un petit peu plus, ouais. Mmh. Et en déballant, en cherchant dans ma boîte mystère qui regorge de choses, hein, je tombe dessus et je regarde. Alors, c'est écrit, en gothique, j'avais pas bien fait attention au titre. Puis quand je regarde mieux les DVD, je dis: «Ce serait pas le même?» Et finalement, tu as besoin de rien. Tu as besoin d'un jeu et de 3 cartes supplémentaires qui sont facilement trouvables. Bon, je le dis encore, hein, même en allant fouiller dans d'autres ressources comme, Brave de Max Maven, tu pourrais très bien l'utiliser. Bien sûr. Tu rajoutes 2 cartes, en plus, d'un jeu normal et voilà et donc en fait, bah, oui, je j'ai eu aucun intérêt à m'acheter la super version, sur scène parce que je suis jamais sur scène donc je m'en fous et puis avec toutes les améliorations qui, à mon avis, n'en sont pas, si ce n'est à vendre un vieux truc donc parfaitement content d'avoir trouvé ça et d'avoir les explications parce que c'est simple et voilà, je dis, il y a juste un petit peu de travail pour, anticiper toutes les possibilités, bien avoir en tête, ce qu'il faut faire, mais c'est une des versions les plus simples du marché à mon avis. Oui, clairement, c'est une très belle version. Ce que tu as fait remonter comme point de vigilance, c'est à mon avis le point de vigilance principal, c'est d'être très à l'aise dans la manipulation mentale, les calculs de position, enfin, qui sont des choses très simples, il n'y a pas de Mmh. gros calculs difficiles, mais il faut être à l'aise pour que ça soit très fluide, pour que ça donne pas l'impression qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire après. Donc il faut que, voilà, boum, on nous donne le chiffre, boum, on enchaîne sur la suite et du coup, tout se passe dans un temps, on va dire, uniforme et de manière à ce qu'il n'y ait pas de temps mort. Lui dit, il a mis 1 heure à l'apprendre, à s'entraîner. Oui, ça se fait vite. Il suffit Mmh. de se prendre un générateur de nombres aléatoires C'est et ça. de faire hop, quelques répétitions pour le faire une fois, deux fois, trois fois. Enfin, une fois qu'on l'aura enchaîné une vingtaine ou une trentaine de fois, après, la gymnastique, elle est dans la tête et c'est bon. Donc si vous connaissez celle-ci, bah, je pense que c'est largement suffisant et vous pouvez vous passer de l'autre à 50 balles qui, à mon avis, apporte pas grand-chose. Si ce n'est, des petits gimmicks supplémentaires pour vous vendre le tout un peu plus cher. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, Olivier. On a fait un joli tour, mine de rien, quand on en discutait en préparant l'émission, je pensais pas qu'on remonterait
aussi loin dans le temps des sorties. On est quand même remonté presque en 2010, donc on peut dire presque 15 ans d'exploration magique avec ces quelques sorties, hein, finalement. Bah oui, avec du bon et Et du moins bon. comme toujours, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est la seule constante. C'est ça, on aura toujours des bonnes sorties et de moins bonnes sorties. L'objectif du podcast reste toujours le même, vous parler de ce qu'on découvre, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, pour que vous puissiez vous-même faire vos choix en toute connaissance de cause et pouvoir investir dans les produits qui vous serviront et qui ne traîneront pas dans nos tiroirs à bazar, comme on peut les appeler, ou comme on les appelle quand on est entre nous. Alors peut-être qu'un dernier conseil, ce serait retourner dans vos tiroirs à bazar, refouiller un petit peu, replongez-vous dans le passé et il y a peut-être des choses à déterrer parce que vous étiez passé, devant, parce que c'était pas le tour du moment, où vous étiez emballé pour rien et vous pourriez peut-être leur redonner une deuxième vie, plutôt que d'aller acheter, des choses vues, revues et corrigées et surtout augmentées, généralement. Et ben sur ce bon conseil, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On est vraiment heureux de vous avoir de plus en plus nombreux à notre écoute, d'avoir vos retours sur ce qu'on fait. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit avis sur les réseaux sociaux ou une petite note sympa sur votre plateforme préférée. Ça nous encourage, ça nous permet de faire connaître le podcast. Et ce qui marche encore le mieux, c'est quand vous nous conseillez à vos copains magiciens. Donc, conseillez-nous à vos copains magiciens, comme ça on aura de plus en plus d'écoutes et on pourra faire de plus en plus d'épisodes. À bientôt. À bientôt, au revoir.